Le Maroc fait rêver beaucoup de monde. Il y a le soleil, le coût de la vie moins cher, la proximité avec l'Europe, l'accueil, la possibilité de vivre autrement. Mais après 12 années sur place, je peux te dire une chose, le Maroc est parfois une très bonne idée, mais pas pour tout le monde et pas n'importe comment. Une semaine de vacances à Marrakech, un retour en famille pendant l'été, une vraie installation à l'année, tout ça, c'est pas du tout la même expérience. Tu peux adorer le Maroc et quand même te tromper de ville. Te tromper dans le budget ou dans le logement, mal anticiper ta carte de séjour, sous-estimer les problèmes de banque, d'internet, la santé, la conduite. Dans cette vidéo, je vais donc te partager les vrais avantages de vivre au Maroc, mais aussi les inconvénients. Tout ça à partir de mon expérience de 12 années sur place. L'objectif, c'est pas de te vendre du rêve ni te dégoûter de quoi que ce soit. L'objectif, c'est que tu puisses répondre à cette question importante. Est-ce que le Maroc correspond vraiment à ton projet de vie? Que tu sois retraité, entrepreneur, MRE, en famille avec des enfants ou une personne seule, que tu aies un projet local ou un business en ligne, selon ta situation, les mêmes avantages peuvent devenir des inconvénients. Donc c'est parti, on commence avec les avantages. Le premier avantage pour moi, c'est l'accueil. Les Marocains sont reconnus mondialement pour leur hospitalité. Quel est C'est le quoi le pays pire? Ouais. le plus accueillant des 57? Il y a le Maroc qui est très très accueillant. Et c'est pas juste une image touristique. Quand je suis arrivé au Maroc, j'ai voyagé dans plusieurs régions, j'ai été invité dans des familles, j'ai partagé des moments de vie avec eux. J'ai été aidé pour trouver mes premiers logements et souvent ces personnes qui m'aidaient n'attendaient rien en retour. Évidemment, on ne peut pas généraliser. Comme partout, il y a des personnes sincères, il y en a d'autres qui sont intéressées. J'ai rencontré ces deux types de personnes. Mais dans mon expérience, la plupart du temps, ça a été des rencontres très positives. Quand tu arrives dans un pays étranger, c'est important. Tu peux avoir un budget, un projet, de l'énergie. Mais si tu te sens rejeté, que tu es isolé ou mal accueilli, l'installation devient beaucoup plus difficile. Au Maroc, j'ai souvent ressenti l'inverse. J'ai eu l'impression qu'on me laissait une place, que je pouvais prendre ma place. Et ça, pour une personne qui arrive de France, de Belgique ou d'ailleurs, c'est très important. Un autre avantage, c'est que beaucoup de Marocains parlent français. Dans les grandes villes, dans les administrations, dans les banques, chez les médecins, dans les commerces, tu peux souvent te débrouiller en français. Quand tu viens d'arriver, c'est assez rassurant parce que tu n'as pas cette barrière totale que tu peux avoir dans certains pays où personne ne parle français. Ici, au Maroc, tu peux poser des questions, tu peux comprendre certaines démarches, tu peux échanger avec les gens, mais attention, cet avantage peut très très vite devenir un piège. Parce que comme tu peux te débrouiller en français, tu trouves toujours quelqu'un qui va parler français, au final tu vas peut-être rester des années au Maroc sans vraiment apprendre la darija. Donc oui, tu peux vivre au Maroc sans parler parfaitement darija, mais si tu veux vraiment t'intégrer, comprendre les codes du pays, créer du lien et être plus autonome au quotidien, il faut apprendre au moins les bases. Même juste quelques petites phrases, ça peut changer beaucoup de choses. Dire bonjour, remercier, négocier, comprendre une discussion simple, parler avec un gardien, un artisan, un commerçant, tout ça, ça te rapproche du pays, des Marocains et ça change aussi la manière dont les Marocains te perçoivent. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, l'anglais prend de plus en plus de place, surtout chez les plus jeunes. Mais si tu veux vivre ici à l'année, c'est la darija qu'il faut connaître. Si tu cherches une solution simple pour apprendre la darija en ligne, je te mets dans la description un lien pour découvrir Darija Academy by Huda. C'est une méthode qui a déjà fait ses preuves pour mieux comprendre la darija du quotidien et oser parler plus naturellement au Maroc. Quand on pense au Maroc, on pense souvent au soleil. Et c'est vrai que la lumière est un énorme avantage. Quand tu viens d'un pays où il fait gris une grande partie de l'année, ça change beaucoup de choses. Le moral, l'énergie, l'envie de sortir, l'envie de marcher, l'envie de vivre dehors, mais il faut vraiment nuancer. Le Maroc n'a pas un seul climat. Tu n'auras pas la même expérience à Marrakech, Essaouira, Fès, Tanger, Agadir, Rabat, Casa ou dans l'Atlas. À Marrakech ou à Fès, l'été peut être très difficile si tu ne supportes pas la chaleur. À Essaouira, le climat est plus doux, mais il peut y avoir beaucoup de vent et de l'humidité. Et dans certaines villes côtières, le climat peut être plus tempéré. Et pour te dire, dans l'Atlas, il peut même neiger. Donc le Maroc, c'est pas juste
il fait beau toute l'année, c'est un pays avec des climats très différents. Si tu veux t'installer ici, c'est important de ne pas choisir une ville uniquement parce qu'elle te fait rêver sur Instagram. Il faut tester, venir en été, venir en hiver, marcher dans les quartiers à différents moments de la journée, voir comment tu te sens physiquement, parce que une ville qui est agréable pendant une semaine pendant tes vacances peut être beaucoup plus difficile à vivre toute l'année. Un autre avantage très important, c'est la proximité avec l'Europe. En quelques heures de vol, tu peux rejoindre ta famille, tu peux revenir pour une mission professionnelle, tu peux gérer certaines démarches, revoir tes proches facilement. Tu n'es pas bloqué à l'autre bout du monde. Et psychologiquement, ça change beaucoup de choses. Pour quelqu'un qui veut changer de vie sans couper totalement avec son pays d'origine, le Maroc a cet avantage. Tu peux vivre avec un autre rythme, une autre culture, un autre cadre de vie, mais tu restes proche de l'Europe. Le fuseau horaire est aussi très pratique. Si tu travailles en ligne avec des clients français, belges ou suisses, t'as pas un gros décalage à gérer. Au maximum, il y aura 2 heures d'écart. Pour un entrepreneur digital, un consultant, un coach, un formateur ou une personne qui travaille à distance, c'est un vrai point fort. On entend très souvent que la vie est moins chère au Maroc. C'est vrai, mais dans certaines conditions. Si tu consommes local, si tu évites les quartiers les plus chers, si tu ne veux pas reproduire exactement ton mode de vie européen, si tu acceptes de t'adapter, alors oui, tu peux vivre avec un budget plus léger qu'en France, qu'en Belgique. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de rester au Maroc mes premières années. À l'époque, j'avais pas encore un business qui fonctionnait vraiment et comme j'avais un mode de vie très simple, ça m'a permis de rester, de tester, d'évoluer au Maroc. Mais attention quand même, si tu veux vivre à l'européenne, dans une grande ville, avec une belle villa, une voiture, des produits importés, des restaurants, une école privée pour les enfants et un bon niveau de confort, le budget peut monter très très vite. Le Maroc peut être abordable, mais il peut aussi coûter très cher. Surtout dans les villes comme Marrakech, Rabat, Casablanca, Tanger. Donc la clé, c'est pas de se dire « Ok, je vais au Maroc, tout va être moins cher », mais plutôt quel mode de vie est-ce que je veux avoir au Maroc ? Et aussi, est-ce que mes revenus sont adaptés à ce mode de vie ? Si tu veux te faire une meilleure idée du budget mensuel pour vivre au Maroc, je te renvoie vers une vidéo complète que j'ai fait sur ce sujet. Le lien est dans la description. Ce que j'aime au Maroc, c'est aussi la qualité de vie globale. Le rythme est beaucoup plus cool, on passe plus de temps à l'extérieur, on peut prendre le temps de prendre un café, un thé en terrasse, profiter de la lumière, découvrir des paysages très différents, la mer, la montagne, le désert, les campagnes, les médinas, les grandes villes modernes. Le pays a une diversité incroyable. Et cette diversité permet à chacun de trouver son Maroc. Le Maroc de Marrakech, c'est pas le Maroc de Fès. Le Maroc d'Essaouira, c'est pas le Maroc de Casablanca. Le Maroc de la campagne, c'est pas non plus le Maroc de Rabat. C'est pour ça que je conseille toujours de ne pas choisir trop vite. Il faut explorer, il faut tester différentes villes, différentes régions. Et surtout, ne pas te baser sur des vidéos YouTube, sur des posts sur les réseaux sociaux ou sur les groupes Facebook. C'est ton ressenti à toi qui est important. Parce qu'au final, la meilleure ville au Maroc, c'est pas celle dont tout le monde parle, c'est celle dans laquelle toi, tu vas te sentir bien au quotidien. Niveau sécurité, le Maroc est globalement un pays sûr. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème. Il y a des vols, il y a des quartiers qui sont compliqués, il y a des situations où il faut être très vigilant. Dans la vie quotidienne, je me suis quasiment toujours senti en sécurité et beaucoup d'étrangers que j'ai rencontrés ressentent la même chose ici. On n'a pas un sentiment d'inquiétude ou de peur au quotidien. On peut vivre assez tranquillement, on peut se déplacer, sortir et pour beaucoup de personnes qui viennent d'Europe, c'est un point très important, la sécurité. Maintenant, ça va aussi dépendre de la ville, du quartier, de tes habitudes et de ton mode de vie. Un autre avantage, c'est l'accès assez rapide à certains médecins spécialistes dans le privé. Quand tu viens d'Europe, tu es parfois habitué à attendre
plusieurs semaines, parfois plusieurs mois pour obtenir un simple rendez-vous. Au Maroc, tu peux obtenir un rendez-vous avec un spécialiste très rapidement, parfois le jour même. Mais là encore, il faut distinguer le public du privé. Le privé est efficace, rapide, moderne. Le public, lui, peut être beaucoup plus compliqué. Donc, si tu viens vivre au Maroc, il faut vraiment te poser la question sur la couverture santé, l'assurance, la mutuelle, la CFE pour certains, l'assurance internationale, le budget pour la santé. Tout ça, ce ne sont pas des détails. Surtout si tu viens en famille, avec des enfants ou que tu as des besoins de santé particuliers. C'est typiquement le genre de sujet qu'il faut anticiper avant de venir s'installer au Maroc. Parce qu'une installation réussie, c'est pas seulement de trouver la bonne maison, le bon appartement, la bonne ville. C'est aussi de comprendre toutes les démarches que tu devras faire. La santé, le budget, le statut, la carte de séjour et aussi toutes les décisions importantes à prendre avant de partir. Tous ces sujets, on les voit en détail dans notre formation Objectif Maroc ou dans nos accompagnements individuels. Donc si tu as un projet d'installation au Maroc concret et tu veux savoir si on peut t'aider, tu peux réserver un premier appel offert avec Omar. Je te mets le lien dans la description. Si on passe maintenant du côté entrepreneur, le Maroc peut être un pays intéressant. Il y a des choses à construire, il y a des besoins, des marchés encore moins saturés que dans certains pays européens, une proximité avec l'Afrique, avec l'Europe et une vraie dynamique dans certaines villes. Tu peux créer une société au Maroc, par exemple une SARL, tu peux lancer une activité, travailler en ligne, développer un projet local, mais il faut être réaliste. Le Maroc, c'est pas un Eldorado magique où tout fonctionne tout seul et mauvaise nouvelle peut-être, ce n'est pas un paradis fiscal. Au Maroc, il y a la fiscalité, il y a des obligations comptables, il y a des limites bancaires et si tu travailles en ligne, certains outils de paiement internationaux comme Stripe par exemple, ils sont bloqués. PayPal peut fonctionner dans certains cas, mais c'est pas du tout aussi fluide qu'en Europe ou ailleurs. Le Maroc peut être intéressant pour entreprendre à condition de bien comprendre le cadre, comprendre le marché, les habitudes, les prix, les clients. Et surtout, il ne faut pas arriver avec l'idée que si ça fonctionne en France, ça va fonctionner automatiquement ici. Le Maroc, il a ses propres codes et c'est souvent là que beaucoup d'entrepreneurs se trompent. Ils arrivent avec une idée, mais ils ne prennent pas assez le temps de comprendre le terrain. Je ne pouvais pas parler des avantages du Maroc sans parler de la cuisine marocaine. La cuisine est incroyable. Les tagines, les couscous, les salades, les fruits, les épices, les produits locaux. Mais au-delà de la cuisine, il y a aussi une manière de vivre. Il y a une place importante donnée à la famille, au partage, aux traditions, à la religion, pour ceux que ça concerne, aussi à une certaine forme de simplicité. Et même si tout n'est pas parfait, il y a un truc au Maroc qui m'a toujours profondément touché, c'est ce rapport différent à la vie, ce rythme particulier qui est un petit peu dur à expliquer avec des mots. C'est une façon de vivre qui parfois peut être plus simple, plus directe, plus humaine. Et je pense que c'est une des choses qui m'a fait rester ici depuis 12 ans. D'ailleurs, avant de passer aux inconvénients, dites-moi dans les commentaires quel est pour vous le plus grand avantage de vivre au Maroc? Et si jamais tu vis déjà ici, que tu es déjà habitué au Maroc, est-ce qu'il y a un avantage important que j'ai oublié de citer? N'hésitez pas à commenter, ça peut aider toutes les personnes qui viendront lire les commentaires. Maintenant, il faut aussi parler de l'autre côté, parce que vivre au Maroc, c'est pas uniquement le soleil, les tagines et les beaux paysages. Souvent, ce ne sont pas les gros problèmes qui fatiguent le plus, c'est l'accumulation. Un document qui manque, un rendez-vous qui change, une connexion internet qui ne tient pas, un logement qui est mal isolé, une démarche qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Des petites choses, mais si on les met bout à bout, ça peut vraiment peser lourd. Le premier inconvénient, c'est l'administratif. Quand tu arrives au Maroc, certaines démarches administratives peuvent être longues, floues ou fatigantes. Et en plus, tu ne sais pas toujours où est-ce que tu dois aller. Tu ne sais pas quels documents tu dois apporter avec toi. Et parfois, quand tu penses avoir tous les documents qu'il faut, on te demande un autre qui n'était pas prévu au départ. Peut-être qu'une personne va te donner
une information officielle et puis une autre va te dire le contraire. Et si t'es pas accompagné, tu peux perdre vraiment beaucoup de temps. Moi, par exemple, 12 ans au Maroc, j'ai dû gérer plusieurs démarches administratives. Déjà, la carte de séjour, ça n'a pas été simple du tout, mais j'ai réussi à l'obtenir, j'ai réussi à la renouveler. Il y a les contrats de bail, les banques, la création de société, les assurances, les changements de ville, les déménagements. Et à chaque fois, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut pas penser que ça va être rapide, que ça va être simple, que ça va être fluide. Autant anticiper et prévoir que ça va peut-être pas se passer comme tu l'imagines. L'administratif au Maroc, ça peut vraiment concerner beaucoup de choses. Toutes ces démarches, ça demande aussi de la préparation. Si tu es étranger, tu peux pas juste venir t'installer au Maroc comme ça sans rien préparer. Déjà, tu ne peux pas rester plus de 90 jours sur le territoire marocain sans titre de séjour. Donc, si tu veux vivre ici toute l'année, il faut anticiper ce genre de questions. Et selon ta situation, selon ton statut, ça peut être relativement facile ou compliqué. Un retraité, un entrepreneur, un salarié, un conjoint de Marocain, un binational, toutes ces personnes n'auront pas du tout le même type d'expérience et le même lien à l'administratif. Si je peux donner un conseil sur cette partie-là, ne viens pas juste avec l'envie de t'installer, viens avec un plan. Il faut comprendre quels documents tu dois préparer, quel statut tu vas choisir pour ta carte de séjour, dans quelle ville tu vas t'installer, quel est ton budget mensuel, quel calendrier tu dois respecter. Parce que le Maroc peut être assez simple si tu t'es bien préparé, mais il peut devenir très compliqué si tu improvises tout. Un autre point qui peut être frustrant, c'est le système bancaire. Alors, les banques marocaines fonctionnent très bien, tu peux ouvrir un compte, tu peux recevoir de l'argent, tu peux payer, mais dès que tu as des besoins plus spécifiques, les choses peuvent se compliquer. Par exemple, faire sortir de l'argent du Maroc, recevoir des paiements internationaux, utiliser certains outils en ligne, on l'a vu, par exemple Stripe est bloqué au Maroc, acheter sur des sites étrangers, comprendre aussi le système de dotation, gérer les cartes internationales, donc tout ça, ça peut devenir assez technique et je l'ai vécu concrètement il y a quelques années. Quand tu vis au Maroc, c'est pas très compliqué pour les opérations du quotidien, mais dès que tu as une activité en ligne, un business en ligne, des paiements internationaux, tout ça, il faut l'anticiper. Stripe, il n'est pas disponible au Maroc et Stripe, c'est ce qui te permet d'encaisser de l'argent en ligne. Si tu vends des formations, du coaching, des services, des produits digitaux, tu dois vraiment réfléchir à ta structure. Moi-même, quand j'ai lancé ma formation Objectif Maroc, j'ai dû créer une société à l'étranger pour pouvoir encaisser, recevoir les paiements des cartes internationales. Donc, si tu viens au Maroc avec un business en ligne, ne laisse pas ce sujet de côté. C'est pas juste une question administrative, c'est une question très importante pour ton activité. Comment tu encaisses? Où est-ce que cet argent va? Quelle société tu utilises? Quelle fiscalité? Quelle banque? Quels outils de paiement? Ce sont des questions à traiter avant d'avoir un problème. Parce que le jour où tu as des clients qui sont prêts à payer, mais si ton système de paiement ne fonctionne pas correctement, tu peux perdre du chiffre d'affaires, tu peux perdre des clients très rapidement. Comme je t'ai dit, pour moi, la solution que j'ai eue, ça a été de créer une société à l'étranger parce que j'avais pas le choix. Dans certains cas, une LLC aux États-Unis, par exemple, ça peut être une solution. Mais attention, c'est pas une solution magique qui fonctionne pour tout le monde. Il faut regarder ta situation à toi, ton pays de résidence fiscale, ton activité, tes clients et ta manière d'encaisser. C'est pour ça qu'on recommande à certains de nos clients d'en parler directement avec Marwan. Lui, il accompagne justement les entrepreneurs sur la création de LLC et la mise en place de ce type de structure. Il connaît bien ces problématiques et il pourra t'aider à voir si cette solution, elle est adaptée à ta situation, à toi. Là aussi, je te mets un lien dans la description. Comme ça, tu pourras le contacter et discuter directement avec lui sur ce sujet. Un autre point important, c'est le logement. Sur le papier, il peut sembler assez facile de trouver un logement au Maroc. Il y a beaucoup d'offres, mais trouver un bon logement au bon prix, dans un bon quartier, avec un propriétaire sérieux, c'est pas toujours aussi simple qu'on imagine. Je l'ai vécu très concrètement lors de mon dernier déménagement de Kénitra jusqu'à Fès. Pendant plusieurs mois, j'ai visité des maisons, j'ai comparé des quartiers, discuté avec des propriétaires, j'ai découvert des défauts que j'avais
pas forcément anticipé au départ. Et c'est là que tu comprends que le logement au Maroc, c'est pas juste une question de prix ou de coup de cœur. Il faut vérifier beaucoup de choses. Donc l'humidité, l'isolation, le bruit, le voisinage, la pression de l'eau, l'électricité, la qualité des finitions, la chaleur en été, le froid en hiver, l'accès à Internet, la sécurité dans le quartier, la distance avec les commerces, la proximité avec une école si tu as des enfants, et si tu viens avec des animaux, c'est encore un sujet en plus. Le logement, c'est souvent une des décisions les plus importantes dans une installation, parce que si tu te trompes là-dessus, ça peut vraiment gâcher toute ton expérience. Tu peux aimer le Maroc, aimer la ville, aimer ton projet, mais si tu vis dans une maison qui est mal isolée, qui est trop bruyante, qui est humide, trop chaud, trop froide ou mal située, ton quotidien peut devenir beaucoup plus difficile. Donc mon conseil ici, c'est de ne pas louer trop vite. Ne te base pas juste sur des photos. Viens visiter le quartier, la région. Reviens à différents moments de la journée. Pose des questions très précises. Tu peux tester l'eau, l'électricité, la connexion Internet. Et si tu veux voir un exemple concret, j'ai fait une vidéo super complète sur justement cette phase de recherche de logement. La connexion Internet, c'est aussi un point à ne pas sous-estimer. Dans les grandes villes, tu peux avoir une très bonne connexion avec la fibre, mais dès que tu t'éloignes un peu des villes, ça devient plus compliqué. Et moi, ça, je l'ai vécu pendant des années parce que au départ, je vivais toujours dans les campagnes, dans des régions reculées et souvent, la connexion Internet, c'était un vrai sujet. Quand tu travailles en ligne, quand tu dois publier des vidéos, faire des appels, envoyer des fichiers ou simplement gérer ton activité, si tu as une mauvaise connexion, ça peut vite devenir un gros problème. C'est pas juste un petit inconfort, ça te fait perdre du temps, de l'argent, ça te fait rater des rendez-vous, ça te complique le travail et ça te donne du stress pour rien. Bien sûr, il y a des solutions. Comme je t'ai dit, tu as la fibre dans les grandes villes, dans certaines régions. Il y a la 4G, maintenant il y a la 5G aussi partout au Maroc. Il existe aussi des solutions avec des satellites, mais c'est pas toujours simple à trouver. Et surtout, c'est pas quelque chose que tu aimerais découvrir après avoir signé ton bail. Si tu veux t'installer en dehors d'une grande ville, dans une campagne, dans une région plus isolée, prends vraiment ce sujet de connexion Internet au sérieux. Avant de choisir le logement, vérifie la connexion sur place. Spécifiquement si tu travailles en ligne, comme on est de plus en plus nombreux à pratiquer ce type d'activité. La conduite au Maroc peut être un vrai choc et c'est un sujet dont on ne parle pas assez avant de s'installer. Sur la route, il faut être attentif en permanence. Voitures, motos, mobylettes qui surgit, vélos, trottinettes, les piétons, les taxis, les camions, les charrettes parfois, les animaux, les priorités pas toujours respectées, les ronds-points parfois incompréhensible, des conducteurs qui changent de trajectoire sans prévenir et selon les villes, l'expérience peut être très différente. Moi aujourd'hui, j'habite à Fès et j'ai 5 minutes de vélo entre mon logement et la salle de sport et durant ces 5 minutes à peine, je vois tous les jours quelque chose. Que ce soit un accident, une altercation, une mobilette, une moto qui me fonce dessus dans le sens contraire, une voiture, un camion qui va me couper la route comme ça, tranquillement, des piétons qui traversent sans regarder, des animaux qui sont posés comme ça au milieu de la route, 5 petites minutes et tous les jours. Je vois un truc inhabituel. Je dis inhabituel, mais ça l'est plus vraiment parce que ça arrive tout le temps. Et c'est ça qui peut être fatigant. Quand tu viens d'Europe, tu peux avoir l'impression que les règles ici sont plus souples, que chacun fait un peu comme il veut. Dans certains ronds-points, par exemple, je me pose toujours la question, mais c'est quelle règle qui est vraiment appliquée? Il y a le code de la route, oui, mais il y a aussi la réalité du terrain. Avec le temps, forcément, on s'adapte. On apprend à anticiper, on apprend à regarder partout, on apprend à supposer que l'autre ne va pas forcément respecter la priorité. Mais au début, les premières fois, ça peut vraiment surprendre. Et même quand tu deviens habitué, il faut toujours rester vigilant. Je ne dis pas ça pour te faire peur et je vais pas dire non plus que c'est invivable. Il y a aussi cette part d'imprévu qui fait le charme du Maroc. Tu sais jamais exactement ce qui va se passer. Mais vraiment, sur la route, il faut être 100% présent, connecté, réactif. Le problème sur la route, c'est que il y a beaucoup d'incivilités, il y a beaucoup d'accidents tout le temps et c'est un sujet à prendre au sérieux. Donc, si tu comptes venir vivre au Maroc, ne sous-estime pas la conduite. Essaye de tester un petit peu la ville où tu veux t'installer. Observe les différents trajets, regarde comment tu te sens, demande-toi si tu es à l'aise en voiture, en scooter, à vélo et même à pied. Et si tu viens avec des enfants, c'est aussi très important.
un autre point qui peut choquer quand tu viens d'Europe, c'est la propreté et les déchets. Bien sûr, c'est pas pareil partout. Dans certaines villes, certains quartiers, certains espaces publics, la propreté est plutôt bien gérée. Rabat, par exemple, c'est une ville qui est souvent citée comme une ville assez propre. Et dans beaucoup de villes, on voit des personnes qui nettoient les routes, elles ramassent les déchets, elles entretiennent. Mais le problème, bon, c'est bien, elles nettoient, mais quelques heures plus tard, il faut tout recommencer. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de déchets qui sont jetés dans la rue, au bord des routes, dans des terrains vagues ou dans la nature. Et moi, c'est surtout dans la nature que ça me touche le plus. Parce que le Maroc a des paysages magnifiques. Des montagnes, des plages, des vallées, des forêts, des rivières, des endroits incroyables. Et parfois, tu arrives dans un endroit magnifique et tu vois des sacs en plastique partout, des bouteilles, des restes de repas, des gravats, des déchets de chantier ou des poubelles abandonnées et ça gâche l'expérience. Je me souviens des premières fois où mes parents sont venus me voir au Maroc. On était dans des cadres magnifiques, en pleine nature, à la montagne et moi j'avais envie qu'ils profitent du lieu, qu'ils profitent de cet environnement et je me rappelle, mon père il me disait oui c'est beau, c'est magnifique mais il y a des déchets partout et ça lui faisait mal au cœur. Bien sûr, je comprenais ce qu'il voulait dire parce que même si là, ça fait 12 années que je vis au Maroc, même si je me suis habitué à beaucoup de choses, ça me fait toujours mal au cœur de voir les gens qui jettent les déchets dans la nature. Et on le fait comme si c'est normal. Une voiture, elle va jeter un sac poubelle comme ça, normal, par la fenêtre. Si on a une bouteille qui est vide, on la jette normal à terre. On peut déposer tous ces déchets, tout ce que tu peux imaginer, au bord d'une rivière. Des gravats, des déchets de chantier, voilà, laisser n'importe où. Et je trouve ça dommage. Parce que c'est pas seulement une question d'esthétique. Ça abîme les paysages, ça pollue les sols, ça perturbe les animaux. Ça finit dans les rivières et avec le plastique, ça crée aussi une pollution qui reste longtemps. Maintenant, bien sûr, il faut nuancer. C'est pas un problème qui est propre qu'au Maroc uniquement. Il y a beaucoup de pays qui sont confrontés à ça, mais il y a aussi beaucoup de pays qui trouvent des solutions. Et au Maroc, on le voit, il y a des personnes qui veulent aussi du changement. Des associations, des communes, des habitants, des gens qui nettoient, qui sensibilisent, qui font leur part, mais quand tu observes les comportements au quotidien, il y a un gros travail à faire. Et pour quelqu'un qui veut s'installer au Maroc, il faut le savoir, parce que selon ta sensibilité, ça peut aussi peser dans la balance. Encore récemment, il y a un couple qui était dans notre formation, qui venait faire des repérages, et le fait d'avoir tous ces déchets, ce manque d'entretien, les odeurs, ça les a clairement freinés. Et certaines personnes, ça va même leur faire renoncer à leur projet d'installation au Maroc. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour dénigrer le Maroc. Si j'en parle, c'est justement parce que j'aime le pays. Et quand t'aimes un pays, t'as envie qu'il prenne soin de sa nature, de son environnement, de ses écosystèmes et de ses lieux de vie. Là, on arrive au sujet qui me touche le plus en tant qu'amoureux des animaux, amoureux des chiens. Pour moi, c'est un des points les plus difficiles du Maroc. Le rapport aux animaux est très différent de ce qu'on peut connaître en Europe, par exemple, et surtout le rapport aux chiens. Et là aussi, attention, je ne veux pas généraliser. Il y a beaucoup de Marocains qui aiment les animaux, c'est sûr. Il y a des associations, il y a des refuges, des vétérinaires, des bénévoles, il y a des personnes qui font un travail incroyable, mais il y a aussi une réalité beaucoup plus difficile. Les chiens errants, la peur des chiens, le manque de stérilisation, les meutes, les morsures et parfois des scènes qui sont très difficiles à vivre quand tu es un petit peu sensible à la cause animale. Et moi, je suis très sensible à ça. J'ai toujours été proche des animaux, j'ai toujours grandi, vécu avec des chiens. Et là, au Maroc, ça fait des années que j'ai 2 chiens Beldi. Pour moi, les chiens marocains sont des chiens incroyables. Ils sont affectueux, intelligents, résistants, très attachants. Mais quand tu aimes vraiment les chiens, vivre au Maroc, ça peut parfois être compliqué. Parce que malheureusement, on voit trop souvent un manque d'empathie envers les animaux. En particulier les chiens à nouveau. Les chats, on va dire qu'ils sont beaucoup mieux acceptés. Ils vivent plus facilement en contact des humains. Les chiens, c'est différent. Il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Et cette peur, elle est compréhensible dans certains cas. Parce que oui, il y a des chiens errants, il y a des meutes de chiens. Parfois, il y a des chiens qui vont mordre. Et parfois même, il y a des drames et il y a des morts. Ça arrive. Donc, je peux comprendre qu'il y a une peur, qu'il y a une envie de se protéger. Mais le problème, c'est que cette
peur, cette même peur, elle crée aussi des comportements qui aggravent la situation. On voit trop souvent des gens faire semblant de jeter une pierre sur un chien errant et parfois même ils lui jettent réellement une pierre pour de vrai. Des chiens qui sont chassés, qui sont frappés, des chiens qui sont attachés toute la journée. Certains sont enfermés dans des cages. Certains chiens, on les laisse sur le toit de la maison, sur une terrasse en permanence. Et pour un animal aussi sensible, parce que les chiens sont vraiment très sensibles. Donc pour eux, c'est une vraie souffrance. Le problème, c'est que donc un chiot qui va naître, voilà, il est innocent, il est plein de joie, plein de vitalité, et il va assez vite comprendre que l'humain en face de lui, il est dangereux pour lui. Et forcément, il va devenir plus méfiant. Certains vont devenir plus agressifs. Et ensuite, on va dire que c'est les chiens qui sont le problème. Mais souvent, le problème, en fait, c'est la manière dont on traite ces animaux. Je le vois dans mon quotidien. Quand je promène mes chiens, je vois tout le temps des réactions de peur. Des gens qui changent de trottoir. Et il y en a beaucoup qui nous regardent comme si j'étais en train de promener deux monstres. Parfois, il y a des interactions positives, mais vraiment, c'est très rare. Et il y a aussi un autre sujet qui me touche beaucoup, c'est le type de chien qu'on choisit d'avoir. Parce qu'ici au Maroc, la majorité des Marocains, ceux qui veulent avoir un chien, ils vont vouloir un chien de race. Donc un berger allemand, berger malinois, peu importe, il faut que ce soit un chien de race. Alors que autour d'eux, il y a des centaines de chiens Beldi. Quand je dis chiens Beldi, c'est des bâtards, c'est des chiens qu'on peut voir partout dans la rue. Tous ces chiens, ils demandent qu'à être adoptés. Ils sont là, ils sont dans la nature. Ils pourraient très bien être aimé, être recueilli, être intégré dans une famille. Donc là, je te parle juste de ce que moi j'ai observé toutes ces années. Donc ce que je vois, c'est que les Marocains vont choisir un chien de race beaucoup plus souvent qu'un chien Beldi, un chien errant. Et ce qui me fait mal, c'est que même ceux qui vont prendre un chien de race, ces chiens-là ne seront pas bien traités la plupart du temps. Je le vois autour de moi. C'est des chiens qui sont attachés toute la journée ou qui sont dans une petite cage. Donc c'est pas vraiment une vraie vie pour un chien, c'est une vraie souffrance. Et limite, les chiens Beldi qui sont libres, qui sont en pleine liberté dans la nature, on pourrait dire qu'ils ont une meilleure vie que certains chiens de race de certains propriétaires qui sont enfermés, qui sont attachés toute la journée. Donc voilà, c'est un sujet un peu complexe. On peut dire que il y a des efforts qui sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup d'associations, il y a des nouvelles lois qui sont entrées en vigueur récemment, notamment par rapport à la vaccination, à la stérilisation et même au bien-être animal. Et je pense aussi qu'une partie de la société marocaine aimerait vraiment que ça bouge dans le bon sens. Mais sur le terrain, au quotidien, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc si tu veux vivre au Maroc avec un chien, c'est pas un problème, mais il faut comprendre la réalité du pays par rapport à ça. Si tu es sensible à la cause animale, tu peux parfois avoir des choses qui vont te choquer. Tu peux être confronté à des peurs, à des regards, à des incompréhensions. Tu peux aussi avoir plus de difficultés à trouver un logement si tu as des animaux. Donc ici aussi, la règle, c'est l'anticipation. Si tu viens avec un chien, avec des animaux, renseigne-toi un petit peu sur la ville, sur l'environnement, sur les possibilités de promenade, les vétérinaires, les règles de ton futur logement. Et si tu es très sensible à la cause animale, prépare-toi mentalement parce que le Maroc, il y a énormément de beauté, mais sur le rapport aux animaux et notamment les chiens, c'est pour moi un des points noirs du pays. Après 12 années sur place, ce que je peux te partager en conclusion, c'est que oui, le Maroc a énormément d'avantages, c'est un magnifique pays. Et oui, j'aime toujours vivre ici après toutes ces années, mais le Maroc, c'est pas une brochure touristique, c'est un vrai pays avec des vrais habitants. Alors oui, il y a le soleil, il y a la lumière, il y a l'accueil, il y a la chaleur humaine, il y a aussi des opportunités, une qualité de vie qui peut être magnifique, mais il y a aussi le côté administratif, les lenteurs, le rapport au temps, les imprévus, les déchets, la pollution, les difficultés avec les banques, des logements à bien vérifier, une conduite qui est parfois fatigante et des sujets plus sensibles comme le rapport aux animaux comme on vient de voir, la santé. Donc après tout ça, la question que tu dois garder en tête, c'est de comprendre est-ce que le Maroc correspond vraiment à mon projet de vie. Je pense qu'il faut vraiment peser le pour et le contre. Est-ce que les avantages pèsent plus lourd que les inconvénients? Ça va dépendre de ta situation à toi, de ta sensibilité, de plein de paramètres différents. Parce que un retraité qui a des revenus stables, il va pas vivre la même expérience qu'un entrepreneur. Un MRE ou un binational, il va
pas non plus vivre la même expérience que quelqu'un qui n'a aucun lien avec le Maroc. Une famille qui vient avec des enfants, ce sera pas non plus la même expérience que quelqu'un qui vit seul. Et quelqu'un qui vient ici avec un vrai plan structuré sera pas la même expérience que quelqu'un qui improvise tout. Pour moi, aujourd'hui, le positif l'emporte encore largement, mais je pense qu'il faut être honnête. Donc le Maroc, ça peut être une très bonne idée, mais pas pour tout le monde et pas n'importe comment. Si c'est vraiment ton rêve, ton envie de venir t'installer ici, je te rappelle que tu peux réserver un appel découverte offert avec Omar. C'est un moment où Omar prendra le temps avec toi de voir où tu en es exactement, quelle est ta situation, quels sont tes objectifs, et on verra ensemble soit si on peut t'accompagner ou si on peut te partager quelques conseils spécifiques à ta situation. Tu trouveras le lien pour réserver cet appel dans la description ainsi que tous les autres liens dont je t'ai partagé dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de poser un petit peu plus le pour ou le contre des avantages, des inconvénients du Maroc. Bien sûr, j'ai pas pu tout citer, donc je compte sur vous. Allez-y dans les commentaires si vous voulez partager ce que vous avez constaté, les avantages, les inconvénients qui vous touchent le plus. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.